Chapitre 13. Première fois dans un donjon. 3 légionnaires gardaient l'entrée de la grotte. À l'intérieur, les hommes travaillaient tous à traiter le griffon. Un homme triait les plumes, un autre nettoyait les serres et le bec, et un autre coupait la viande en fines lanières pour les fumer. Alors que je regardais autour de moi, un oreiller en plume m'a frappé au visage, et je l'ai attrapé avant qu'il ne touche le sol. « Il est de retour !» a crié mon agresseur. C'était Lucien, le maître des chevaux. Les soldats se sont écartés pour me laisser rejoindre Castille et l'un de ses lieutenants, qui m'observaient avec impatience alors que j'approchais. J'ai posé l'oreiller sur le sol, et j'ai matérialisé l'œuf dessus, depuis mon stockage dimensionnel. Des acclamations ont éclaté, résonnant dans la grotte. Je me sentais comme le héros revenant de la guerre, alors que tout ce que j'avais fait était de gravir un sommet. Lucien était derrière moi et murmura. « L'oreiller était pour toi, idiot. Des plumes de griffon, déjà bouillies et séchées par la mâche Castille. » La mâche Castille ramassa l'œuf et le porta à son oreille, écoutant. Tout le monde resta silencieux par anticipation. Un instant plus tard, elle annonça. « Il est vivant !» Il y eut d'autres acclamations. Lucien marmonna. « Ça aurait fait une bonne omelette quand même. » Delmar lui lança sèchement. « Une omelette chère, maître des chevaux. Cet œuf vaut au moins 2500 pièces d'or sur le marché libre pour un dompteur de griffons. »« Les bonnes montures devraient rester au sol, » rétorqua le maître des chevaux. Delmar lui lança un regard dur, puis dit. « Bien d'accord. » Ils rirent tous les deux. Castille me regarda. « Tu as fait du bon travail, Éric. Va voir Adriane pour un bonus. » Elle fit un signe vers le coin de la grotte. « Prends l'oreiller. Une autre récompense que les hommes t'ont accordée. » Elle sourit avec méfiance. Je m'approchai d'Adriane près d'une pierre plate utilisée comme table avec les casiers à potions et les plateaux à pièces devant lui. Il ouvrit le registre et leva les yeux. « Éric, tu as un bonus de la part de la mâche Castille. 2 grosses pièces d'argent. » Il prit 2 grosses pièces d'argent et me les tendit. J'étais un peu abasourdi. L'œuf avait tellement de valeur, et pourtant je n'obtenais que 20 pièces d'argent. Voyant mon incrédulité, il sourit. « Une fois les différents éléments du griffon vendus, tu obtiendras un autre bonus. » Il vérifia le registre. « Probablement 3 pièces d'or. Ne sois pas surpris. L'Empire ne laissera que 10% de la récolte à la mâche Castille. Elle donnera la moitié de ce qu'elle recevra aux membres de la Légion, c'est-à-dire après avoir réapprovisionné les potions. La plupart des commandants mages ne donnent rien à leurs soldats, alors sois heureux. Cet oreiller que tu tiens, » il le désigna du doigt, « c'est un oreiller en plume de griffon. Il vaut 1 pièce d'or à lui seul. » Je touchai l'oreiller. Il était doux, et la housse était douce également, comme de la soie. La housse était une housse de linge sale de la Légion inutilisée. Pas du lin grossier comme celui que l'on m'avait donné pendant ma période d'entraînement. Tandis que je le touchais, Adriane rit. « Les hommes ont voté pour te donner l'oreiller parce qu'ils ont dit que tu gémissais et grognais tout le temps. Bien qu'ils te l'aient offert pour plaisanter, je te suggère de le conserver et de le vendre quand nous arriverons dans une plus grande ville. Les quilteurs apprécient ses plumes. » Je rougis, légèrement gêné. Mais je trimballerais l'oreiller d'1,5 kg avec moi s'il valait 1 pièce d'or. C'est pourquoi je supposais que personne n'en voulait. 1,5 kg, c'était beaucoup de poids à transporter hors des montagnes. « Va chercher quelque chose à manger, » dit Adriane avec un sourire triste. « Tu vas en avoir besoin. La mâche Castille te veut dans le groupe du donjon. Remets les potions et ces plateaux dans ton stockage dimensionnel. » Mes pensées se bousculèrent. Le groupe du donjon ? Pourquoi moi ? Je me dirigeai vers quelqu'un qui cuisinait des morceaux de chair de griffon en brochettes sur des charbons ardents. Il me tendit 2 des bâtons et je commençai à manger. La viande était incroyable, et cela m'a fait oublier le problème du donjon. Cette viande avait un goût à la fois sucré et salé, et elle fondait dans ma bouche. Le cuisinier sourit. « Il nous restait du sel de kraken et quelques épices. C'est une marinade instantanée. »« Du sel de kraken ?» demandai-je en dévorant la viande. J'espérais en avoir plus. Il rit. « Ouais, c'est distillé à partir du sang de kraken, un sous-produit des alchimistes,
est l'une des vanités de la mage Castille. Elle le sort quand on fait la fête. » Il marqua une pause et changea de ton pour un ton légèrement plus menaçant. « Ou parfois quand on est sur le point de faire quelque chose qui pourrait faire tuer certains d'entre nous. » Il me regarda sérieusement. « Une sorte de dernier repas. » Je tendis la main vers une autre brochette, mais il me tapa sur la main. « Deux chacun. » Puis il reconsidéra sa position et m'en tendit une troisième. Je marchai jusqu'à ma tente, engourdi, et trouvai Rena en train d'étudier son livre à l'aide d'une pierre lumineuse. Rena leva les yeux tandis que je m'asseyais. « Désolé d'apprendre que tu vas explorer le donjon demain matin. La mage Castille a annoncé les 6 fouilleurs avant ton retour du nid du Griffon. »« Seulement 6 d'entre nous ?» demandai-je, soudain plus inquiet. « Ils ont testé l'entrée du donjon. Ils n'acceptent qu'un nombre fixe de personnes à la fois. Une fois ce nombre entré, la porte empêche les autres de rentrer. La limite du donjon pourrait être de 7, donc le fils du baron est peut-être vivant à l'intérieur, » dit Rena d'un ton dubitatif. Je m'assis à côté d'elle, mon anxiété grandissant. Pourquoi y allons-nous? Je pensais que le donjon absorbait les cadavres après que les gens aient été tués. Si le fils du donjon est mort, nous ne trouvons aucune preuve de toute façon. Et cela fait 1 mois qu'il a disparu. Il doit déjà être mort, grommelai-je, en finissant ma viande de griffon. Rena me regarda avec sympathie. La mage Castille est forte, et elle prend ses meilleurs combattants. Enfin, ses meilleurs combattants, sans te compter toi. Elle gloussa, essayant de briser ma mauvaise humeur. Delmar est déjà allé dans des donjons, et il y va aussi. Je les ai entendus parler, et il a dit que le donjon avait des zones sûres, où les créatures ne vous attaqueraient pas. Je pense que le plan est de fouiller ces zones sûres à la recherche du fils du baron. « Alors tu ne viens pas ?» demandai-je à l'aspirante mage aux cheveux roux. « Non, je n'ai appris aucun sort. Comme tu le sais, ma seule forme de sort est le vol, » répondit-elle doucement. « Je ne serai pas d'une grande utilité dans un donjon. » Je finis ma viande et me détendis contre le mur de pierre, et Rena se précipita à côté de moi. La pierre froide sur mon dos était agréable, mais la surface noire et huileuse de l'entrée du donjon, toute proche, me gâchait l'humeur. Les genoux de Rena se touchaient, et je savais que sa proximité était un bon signe. Mes fantasmes prirent fin lorsque Castille annonça que l'équipe du donjon avait 4 heures pour se reposer. Il y eut un bref moment de silence avant que je demande si Rena pouvait à nouveau lire pour moi. Elle sortit son livre, et je l'interrogeai sur les affinités sans rapport avec moi, avant de l'interroger sur l'affinité temporelle. Rena feuilleta les pages jusqu'à trouver la bonne. « Le temps. Une seule forme de sort est indiquée pour chaque plage d'affinité. » J'ai attendu avec impatience pendant qu'elle lisait. « Le plus facile à apprendre est ce qu'on appelle le sens du temps. Il vous permet de toujours savoir quelle heure il est. C'est probablement utile dans les donjons. Ton affinité avec la gemme du temps s'est-elle allumée sur le disque ?» J'ai menti à la jeune femme. « Non, je suis juste curieux. J'aime aussi écouter ta voix. » Elle a rougi à mes mots. « Quelles sont les 2 autres formes ?» Elle s'est retournée et recommença à consulter les pages du livre. « La forme de sort de niveau intermédiaire s'appelle hâte de soi. Elle permet au mage de se déplacer plus rapidement. Très utile. » J'ai brièvement fantasmé sur la possibilité de me frayer un chemin à travers une armée en me déplaçant à la vitesse de l'éclair. Rena a continué. « La forme de sort de niveau le plus élevé répertorié s'appelle vieillissement lent. Elle permet de ralentir le vieillissement d'un objet ou d'une personne, mais elle s'estompe avec le temps. » Elle a posé le livre et a pensé. « Waouh, ça serait incroyable. C'est dommage que l'affinité temporelle soit si rare. Je suppose que l'empereur a un mage qui lui lance cela constamment. Il est empereur depuis quoi? 300 ans ?» Elle s'est tournée vers moi, ses yeux émeraudes m'observant. « Je ne sais pas. » ai-je répondu avec méfiance. Je ne savais absolument rien de l'empereur. « Oui, je crois que la fête de son 300e anniversaire remonte à 3 ou 4 ans, » dit Rena en réfléchissant. « Je ne l'ai jamais vu en personne. » Elle adoucit sa voix. « Je vais rencontrer son 11e fils après avoir développé mes 5 capacités de forme magique. Nous allons nous marier. »
L'air était soudain très lourd. Je ne savais pas quoi dire. Je voulais qu'elle continue à lire, mais je sentais aussi que je devais la consoler. Elle vivrait probablement dans le luxe, alors devrais-je avoir pitié d'elle? J'ai finalement dit. 300 ans et seulement 11 fils? C'était clairement la mauvaise chose à dire. J'ai essayé une autre tactique. Si tu es si importante pour l'empereur, pourquoi le hommage d'Assiane t'a-t-il laissé avec nous? Rhéna souffla. L'empereur a 17 fils encore en vie. Je ne sais pas combien sont morts au fil des ans. Quant au hommage d'Assiane, il ne se soucie que de développer son propre pouvoir. Nous ne sommes venus ici que pour obtenir l'essence de terre suprême de la Bulette. C'est le seul moyen pour lui de développer son affinité avec la terre maintenant, avec des essences de terre suprême. Elle remua, mal à l'aise. Le Haut-Mage est probablement l'un des 5 mages les plus puissants de l'Empire. Il peut faire à peu près ce qu'il veut, tant qu'il répond à l'appel à la guerre de l'Empereur. Elle regarda dans le vide. Je suis sûr que si je meurs, ils trouveront de toute façon une autre épouse pour le fils de l'Empereur. Elle avait une vision morbide de sa situation. Quel âge as-tu, au fait? Je me suis dit qu'une année de l'Empire était assez proche de ce que je considérais comme une année terrestre depuis mon arrivée ici. 19 en décembre, répondit-elle. Elle paraissait plus jeune, mais je la crus sur parole. Il y avait 10 mois dans le calendrier. Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, septembre, octobre, novembre et décembre. C'était un autre indice, car je me souvenais qu'il y avait à l'origine 10 mois dans le calendrier romain. J'étais presque sûr que l'alphabet était du latin. Je me suis dit que j'avais été transporté dans une réalité alternative où l'Empire romain prospérait, dans un monde magique. J'ai hoché la tête vers Rhéna et je lui ai souri, ce qu'elle m'a rendu. Qu'est-ce que cela dit d'autre sur l'affinité temporelle? J'ai essayé de ramener son attention sur le livre, et j'ai tué l'instant. Elle a donc lu à contre-cœur le passage suivant et a résumé. Les affinités les plus élevées peuvent faire ce qu'on appelle l'arrêt du temps. Il semble que cela crée une bulle de temps lent autour du mage, où le mage se déplace à vitesse normale. Quiconque entre dans la bulle sera affecté par le temps lent. Il faut cependant beaucoup d'éther pour maintenir la bulle. Mon affinité était de 90 dans le temps. Y avait-il une autre suggestion encore plus puissante que celle du livre? J'ai hoché la tête. Je pense que je devrais me reposer un peu. Je l'ai quitté, me suis glissé dans ma tente, et j'ai mis mon nouvel oreiller sous ma tête. Cela sentait le plein air. Les oreillers m'avaient vraiment manqué. Il ne m'a pas fallu longtemps pour m'endormir. J'avais l'impression que quelques instants seulement s'étaient écoulés lorsque je me réveillais. Mathéo me secouait doucement. « Eric, il se prépare. On m'a dit de te réveiller. » Il était trop poli et semblait se sentir mal pour moi. Il partit et je déplaçai l'oreiller dans mon espace dimensionnel. S'il y avait une chance que ce soit ma fin, alors j'emporterais l'oreiller avec moi. Les 5 autres personnes entrant étaient la mage Castille, Delmar, Constantin, Linus et Firth. Je ne me sentais pas à ma place dans ce groupe de légionnaires plus âgés et plus expérimentés. Ils semblaient déterminés et pas du tout nerveux. La mage Castille s'adressa à moi. « Reste près de Linus et fais tout ce qu'il te dira. » Elle entra ensuite dans le mur noir et huileux. Il sembla s'étirer autour d'elle, puis elle disparut et le mur redevint lisse. Tous les autres passèrent à travers, me laissant là. Adrian a crié. « Dépêche-toi, légionnaire! Ils penseront que tu t'es enfui si tu ne te montres pas bientôt. » Je me suis retourné pour me précipiter contre le mur, et il s'est étiré autour de moi. J'avais l'impression de tomber dans une mare de gelée chaude. Et puis je suis tombé la tête la première sur un sol en pierre. « Fais attention, jeune recrue. Le premier pas est toujours désorientant. Reprends-toi et remets ton pantalon, » dit Delmar avec humour. Je me levai pour vérifier mon pantalon. Il était toujours en place. Constantin rit. « Bon sang! Il faisait juste référence au fait que c'était la première fois que tu te faisais baiser par un donjon. » Je n'ai pas trop apprécié cette tentative d'humour.